l'impression que je suis coiffée n'importe comment. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis blanche, hein. Oh là là, je te vois. Après, je me suis mis un spot, mais. Oui, moi aussi, mais Oh là là, je suis toute blanche. Bon, bah ok, c'est l'hiver. j'ai pas l'impression que tu es plus blanche que d'habitude. Ah ben non, là, ça me. Bon, ok. Bah, t'as sorti à ton mur. Est-ce que c'est raccord? C'est pour le branding. Voilà. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guerrier pacifique, enfin d'interview de guerrier pacifique. Ça fait un petit moment que j'en avais pas faite. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir d'inviter Aurélie Gauthier. Aurélie, du coup, que j'ai connue. Donc, au tout début, en fait, on avait fait une interview ensemble. On avait fait un Facebook Live, je pense, il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Et puis sur la pleine conscience. Et c'est comme ça que moi, je t'avais connue. Oui. Et puis après, moi, j'ai cherché, moi, à me faire accompagner au niveau de mon activité. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, ce que tu proposais. Et j'ai aimé ton côté ultra concret, efficace. Et j'ai aimé le côté direct, en fait, que tu dégageais. Je me suis dit, avec elle, au moins, ça va tracer. Et c'est ce qu'il me faut. Et pas de chichi, on y va, quoi. Ouais. Et donc, aujourd'hui, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, et après, je te laisserai te présenter, mais donc, tu es consultante en business pour les femmes entrepreneurs, les coachs et les thérapeutes. C'est ça. Et ton slogan, c'est accélératrice de succès infini. Bon, c'est, on va dire, le slogan marketing, mais en tout cas, voilà, tu aides les femmes entrepreneurs à développer leur activité professionnelle et à être libres dans leur activité, déjà financièrement. C'est ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux faire ça, c'est un débriefing ou est-ce que c'est bien? Ouais. Est-ce que, déjà, comment tu te sens là, toi? Là, tout de suite? Ouais. Comme d'habitude, pleine d'énergie. Là, je me canalise pour rester quand même un minimum correct pour une interview, mais dans pas longtemps, je pense que comme d'habitude, je vais faire des grands gestes. Ok, non, mais justement, j'ai envie de te dire, reste naturel, canalise rien du tout. Et puis oui, le truc aussi, c'est que moi, ce qui m'a donné l'élan aussi de faire cette entrevue avec toi, c'est parce qu'en fait, on s'était jamais vraiment rencontrés en vrai. Oui. Et on a partagé la scène ensemble des rôles modèles féminins, donc au mois de septembre, il y a 1 mois et demi maintenant. C'est ça. Et j'avais adoré ton énergie. J'ai découvert aussi une autre facette de toi que je ne voyais pas forcément moi en tant que cliente, en fait. Ouais. Et notamment ton humour, ta générosité, ça je le voyais en tant que, dans les accompagnements qu'on a fait ensemble. Mais et puis voilà, j'ai perçu, moi je connaissais pas ton histoire et j'avais toujours une petite voix qui me disait, elle, je pense qu'elle en a chié. Et c'est vrai que tu parles très peu dans toutes tes vidéos, tu es très orienté business, donc marketing, et donc tu parles beaucoup de ce que tu fais, mais au final, très très peu de qui tu es. Ah si, voilà, je sais. C'est une vidéo que tu as faite pendant tes vacances au mois de septembre qui m'a mis la puce à l'oreille, où tu parlais de traumatisme que tu avais vécu et qui fait que tu étais la femme que tu es aujourd'hui et la femme d'affaires que tu es aujourd'hui. Et je me suis dit, ah, ça m'intéresse parce que pour moi, j'interviewe des guerriers pacifiques et pour moi, un guerrier pacifique, ce sont des personnes qui se sont battues justement d'une façon ou d'une autre dans leur vie pour avoir la vie de leur rêve d'une certaine façon, en tout cas pour être épanouie, puisque moi, ma promesse, c'est être maître de sa vie et passer d'une vie subie à une vie choisie. Excellent. Sans faire de compromis avec son bonheur et sa paix intérieure. Et du coup, pour moi, à travers le peu que je connais de toi, c'est ce que tu incarnes. Et j'aimerais peut-être même pour les personnes aussi qui te suivent, peut-être montrer un autre visage de qui tu es.
et derrière la businesswoman qui tu es en fait. Ouais. Donc, déjà, est-ce que tu pourrais, enfin déjà, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à la présentation que j'ai faite de toi sur ce que tu fais aujourd'hui? Non, non, c'est exactement ça. C'est vraiment des femmes qui, aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner des femmes qui ont envie d'impacter le monde. Impacter le monde, on peut voir ça grand en se disant, mais non, c'est trop grand pour moi. Mais je pense pas, en fait. Je pense que nous sommes nos propres limites et j'ai vraiment envie, aujourd'hui, pour ma part, d'impacter dans la foi du possible. J'ai envie de prouver que tu peux tout obtenir. Et on va parler de mon parcours, donc pour connaître effectivement qui je suis avant d'être celle que je suis aujourd'hui, parce que ça n'a pas démarré comme ça. Et prouver qu'on n'est pas forcément né avec une cuillère en argent comme on entend toujours. Ou Alors, je préviens ta communauté, je suis très dans les… Je dis parfois des gros mots. Mais attends, écoute, je pense qu'ils sont préparés avec moi. Ils me connaissent. Okay. Je pense que tu peux te lâcher. Ils ne seront pas choqués. Ok, ça marche. En fait, je pense qu'on a des putains d'excuses qui nous limitent. Et à un moment donné, tout est un choix dans la vie. C'est soit tu fais le choix de te bouger le cul, soit tu fais le choix de rester là où tu es. Mais arrêtons de dire, non mais elle a réussi parce qu'elle a eu de l'argent. Elle a réussi ou lui a… Non. Les 3/4 du temps, j'ai observé que quand tu regardes des personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui en ont chié. Ouais, c'est ça. Et c'est justement pour ça qu'on a ce mindset qu'on appelle de l'entrepreneur, ce mental de battant. Parce qu'en fait, on sait ce que c'est que d'en chier réellement dans la vie. Donc, on l'incarne dans notre business et c'est là que ça devient authentique. Donc, effectivement, mon histoire, j'en parle en conférence souvent parce qu'il y a le présentiel, il y a une émotion qui est différente. J'en parle parfois dans mes lives en disant « mais arrêtez de vous mentir ». Et là, je redis souvent d'où je viens. Et j'ai créé un livre, Né pour impacter, qui va sortir début 2020, où je raconte vraiment en détail toute mon histoire. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, comme tu dis, en fait, faire un petit peu le flashback de un petit peu peut-être ton enfance et voilà, nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que tu as vécu de difficile et qui finalement a forgé ta force de caractère aujourd'hui, qui se ressent, mais que tu as, voilà, que tu as forgé, quoi, vraiment. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vécu? Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous donner les gros éléments parce que sinon, c'est le livre et on y passerait 3 jours. J'ai perdu mon premier conjoint à 15 ans. Donc déjà, j'ai subi un… Quand je dis conjoint, on va appeler ça petit ami, ton premier amour. Et pour moi, ça a été un choc. Il est d'un accident, il est mort de quoi? Il s'est suicidé. Donc, ça a été un abandon pour moi terrible. Ton premier amour qui disparaît comme ça, tu l'apprends et ça a été un choc. Donc déjà là, mon estime a pris un coup qui était déjà pas à son plus haut. J'étais une enfant un peu rebelle. J'ai grandi avec 10 garçons. Donc j'aimais grimper au mur, j'aimais jouer au foot. Et puis c'est-à-dire que tu as 10 frères? Alors non, 10 garçons. Si tu veux, moi je viens d'un petit village Besançon dans le 25. Je ne suis pas de Paris. Et en fait, dans les petits villages comme ça, il y a très peu d'habitants. Donc en général, c'est quasiment comme tes frères. Du matin au soir, on jouait au foot, on jouait ensemble toute la journée, on se revoyait le soir. Donc, je peux les considérer comme mes frères, ils m'ont vu grandir. J'étais jamais vraiment entourée de filles, non pas parce que j'aimais pas, mais il n'y en avait pas beaucoup de mon âge. Et quand j'allais à l'école, j'avais toujours peut-être cette force masculine qui peut-être dérangeait les autres petites filles qui aimaient jouer aux poupées. J'ai eu beaucoup de conflits, jusqu'à des pertes de cheveux importantes. Donc, mon estime, en fait, était sans cesse dégradée au fur et à mesure des années. Jusqu'à mes 17 ans. 17 ans où un soir à minuit, après une année de violence conjugale, la police vient chez mes parents et disent à moi et ma mère, en fait, ce soir, il faut partir parce qu'il finira par vous tuer. Alors, tu parles de qui, violence conjugale? De mon père sur ma mère. Et là, tu te sens comme dans un film. Je te dis, mais c'est pas possible. Enfin… Tu te retrouves à la rue à minuit. Moi, j'ai une maman qui faisait des ménages. Donc, autant vous dire, pas de finances. La police vous met à la rue. Donc, c'est aussi un de mes combats de dire il est inadmissible qu'aujourd'hui, des femmes battues avec leurs enfants se retrouvent à la rue. Ce n'est pas le sujet du jour, mais pour moi, c'est très important. Et on vous dit, prenez 2-3 affaires et partez, il finira par vous tuer. Et ça, ça tourne en… Est-ce qu'il était violent aussi avec toi aussi? Une violence, une pression psychologique. Pas forcément de coups, il y en avait, comme tout parent qui met, enfin, je ne dis pas que c'est bien ou mal, chacun jugera, comme tout parent qui va taper son enfant quand il fait quelque chose qu'il ne faut pas.
pas forcément battus. Moi, je m'appellerai pas, je ne prends pas la part des enfants battus qui, eux, ont vécu des atrocités. Mais voir sa mère battue au quotidien, sans dormir, en fermant ta chambre à clé pour pas qu'il rentre, il est déjà venu avec une arme. Enfin voilà, je décris tout ça dans le livre. Ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas mettre des femmes comme ça à la rue. Prenez 2-3 affaires et sortez. Waouh, tu fais quoi? Il est minuit. Et là, tu as les portes des amis qui se ferment. On y va et on vous dit, ben ouais, mais en même temps, des amis à mes parents, chez qui on a essayé de se réfugier ce soir-là, qui vous disent, ben, on peut rien faire. On est amis des deux, on ne veut pas prendre parti. Donc, on laisse une femme et sa fille, alors 17 ans, parfois on peut se dire, oui, mais 17 ans, bon, c'est grand. Non, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour vivre ce genre de choses. Je n'avais pas du tout la maturité que j'ai aujourd'hui. Je vivais à la campagne, un peu dans mes bisounours. Donc, je n'avais pas cette maturité-là de vivre ça. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour la vivre. Et on a fini par connaître les restaurants du cœur et tout ce qui s'ensuit jusqu'au jour où on s'est relogé. Et c'est ça qui a fait ma force. C'est un jour, j'étais assise sur le trottoir, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je n'avais pas de honte à être à cet endroit. Les restaurants du cœur, qui s'appellent aussi la banque alimentaire, c'est la même chose. Vous payez 2 € et on vous donne un paquet de riz, des fruits, parfois pas en très bon état, mais quand vous avez que ça, vous prenez. Et c'est là qu'on apprend à faire avec ce qu'il y a. Et je me souviens de toutes ces femmes avec ces enfants qui défilaient. Il y avait aussi des hommes, je ne suis pas une militante que pour les femmes. Et je les regardais, je regardais les yeux de ces enfants. Et tu vois, là, ça me touche. Je me suis dit, plus jamais je serai assise ici. Et de voir ces enfants qui étaient peut-être là pour l'instant condamnés à un futur triste, je me suis dit non. Et c'est là que j'ai pris le choix. J'ai pris le choix de me battre et de me dire, OK, j'ai subi des choses qu'on m'a imposées. Et aujourd'hui, je ne subirai plus. Et c'est exactement avec le titre que tu as dit, on peut subir sa vie, mais il y a un moment donné, on peut choisir de ne plus la subir. Et c'est ça qui a fait ma force. Pas toujours de la bonne façon, parce qu'au final, j'étais dans une colère. Je renfermais, j'étais une bombe à retardement. Il était interdit de pleurer. Il était interdit de montrer qu'on souffrait. Donc, ma mère qui était en grande souffrance, 22 ans de mariage, 300 enfants, se faire violenter du jour au lendemain et se retrouver à la rue sans rien alors qu'elle a donné sa vie pour sa famille. Quand tu dis 3 enfants, du coup, tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère qui a… j'ai un frère qui a 37 ans et une sœur qui a 45 ans. Eux, ils étaient où quand tu étais seule avec ta mère de quoi? Ouais, ma sœur a 10 ans de plus que moi, donc elle est déjà en couple, elle est déjà en ménage. Mon frère est un menuisier, il faisait le tour il était menuisier des… J'ai plus le mot là, tu sais, mais quand on… Artisan, là, il y a un renommé, enfin bref. Il était dans une académie reconnue des menuisiers de France, donc il faisait le tour de la France et parfois du monde. Donc j'étais seule avec elle. Et je pense que, encore une fois, je n'amenuise pas ou je ne rabaisse pas la souffrance de chacun, mais le fait de le voir, tu es encore à une autre étape. Le fait de subir la pression au quotidien. À l'école, je dormais la journée parce que la nuit, c'était les coups, il fallait dormir, il fallait essayer de dormir et la journée, je dormais. Et j'entendais sans cesse, on ne comprend pas cette gamine. Mais tu peux mieux faire. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dors? Tu révises pas, tu travailles pas, tu arrives, tu as des bonnes notes. Et on m'a toujours dit, tu peux mieux faire, tu peux mieux faire, tu peux mieux faire. Mais parce que personne ne savait ce que je subissais en dehors de là. Tu parles des profs? C'est les profs qui… Ouais. De la part des profs. Et moi, il était hors de question que quelqu'un sache ce qui se passe. Et je pense qu'il y a des ancrages comme ça qu'on a. Et j'ai réalisé il y a peu que tu peux mieux faire. C'est ce qui m'a construite parce qu'aujourd'hui, je suis toujours dans j'ai pas de limite, je suis toujours dans non, allez, tu peux mieux faire. Et je pense vraiment que, et c'est ça qui fait l'estime aussi ou pas, que les mots qu'on a entendus dans notre enfance font notre construction aujourd'hui en tant que femme. En tant que femme. Et, est-ce que tu peux mieux faire, finalement, ça ne te met pas dans un état d'insatisfaction permanente? Toi, si tu le vois comme un moteur. Et finalement, alors, un résultat. Je donnerais du 50-50 parce que heureusement que j'ai ça, c'est ce qui fait que je ne me limite pas et que je me dis, mais c'est OK, quoi, tu as envie. Alors, j'ai envie d'être conférencière au Stade de France. Alors, quand je dis ça, tout le monde rigole, mais… Ah, mais j'ai dit que je… Quoi? Voilà, j'avais dit que tu serais là. Mais quand je dis Stade de France, ce n'est pas une histoire du lieu, ce n'est pas une histoire du nombre de personnes, c'est je veux impacter le plus grand nombre possible dans la foi du possible et je veux montrer que tu n'es pas condamné à souffrir dans une vie de misère.
En fait, c'est un choix. C'est soit tu restes dans ta merde, soit t'en sors. Mm. Donc, parfois, ça peut être difficile parce que j'ai 50 projets à la fois. J'en finis pas un que j'ai déjà une envie d'un nouveau projet. En fait, je suis comme cette petite fille, ce petit enfant intérieur qui se dit ça y est, on me laisse ma place, je peux m'éclater et vas-y, dès que tu as un nouveau projet, ben, tu es en extase. Ben, tu joues, c'est des nouveaux jouets. Il y a des nouveaux jouets. Pour adultes. Des nouveaux jouets. Ouais, exact. Bon, alors. Bon, je parle de projets professionnels. Bien entendu. Alors ça, on pourra peut-être le mettre dans le bêtisier. Chacun son point de vue. Nous n'avons pas l'esprit mal tourné. Donc, ouais, tu me disais qu'à ce moment-là, tu avais 17 ans, c'est ça? Ce moment-là où tu étais sur le trottoir et tu t'es dit, tu voyais donc ces gens défiler, récupérer leur nourriture, faire la queue, et tu t'es dit, à ce moment-là, tu as eu cette pensée, plus jamais ça. Plus jamais ça. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses encore qui se sont passées d'ici là. J'ai vécu encore beaucoup de, comment dirais-je, d'arnaques, de trahisons de la part de mon employeur. J'étais dans l'immobilier, donc moi, je gérais des grands groupes dans l'immobilier. Alors, du coup, moi, il me manque un truc. Ouais. J'aime bien avoir les détails de l'histoire. C'est comment, du coup, donc là, tu avais 17 ans. Oui. Tu allais à la fac. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as fait des études. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es sortie ou avec ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. après? Alors, moi, j'ai passé un bac pro commerce. Je m'ennuyais d'attendre les gens dans les magasins. Je me disais, mais je suis pas à ma place, quoi. Et un jour, on m'a dit, La tiens, même période des la restos même période. scolaires? Ouais. Ok. Ouais. Donc, tu allais à l'école à la journée et le week-end, tu allais chercher. Enfin, c'est ça? Je T'étais au faisais des resto scolaire. stages, divers. Quand tu as un bac professionnel, on te propose aussi des stages dans l'année. Et je sentais que je n'étais pas à ma place. Je m'ennuyais. Il n'y a rien qui m'excitait dans ce job-là. J'ai fait de l'animalerie, j'ai fait du maquillage, enfin, j'ai fait tout ce qui est possible en commerce. Et un jour, un ami à moi me dit, écoute, tu sais quoi, pour ton dernier stage de bac, viens, moi je travaille dans une agence immobilière, c'est une autre façon de faire du commerce, tu n'es pas dans une boutique, tu n'attends pas les personnes, viens. Et là, c'est une révélation. Je fais 2 mois de stage et je vends mes premières maisons. Et même mon employeur se dit, mais en fait, c'est dingue. Il m'a vu arriver, il s'est dit, je suis arrivée avec une R5 toute rouillée à l'époque, mais elle m'emmenait. Et il m'a dit, mais c'est dingue parce que je vois un potentiel énorme, mais tu restes encore petite. C'est-à-dire, dès que je vendais des maisons que d'autres agents immobiliers n'arrivaient pas à vendre et que c'est moi qui les vendais, j'étais jamais dans le « ouais, je suis fière ». J'avais encore cette estime qui était encore un peu freinée. Alors, je fais vraiment la différence. J'avais une confiance pour moi inébranlable dans mon potentiel professionnel. J'y allais, j'avais pas peur, mais de l'autre côté, j'avais mon estime de femme qui avait été rabaissée, trahie, abandonnée, qui était encore en souffrance. Donc, j'étais un peu dans cette dualité entre j'ai envie d'être reconnue, mais en même temps, je le fais pas trop, j'ai envie de ci, mais en même temps, pas trop. Donc, j'étais dans une dualité. C'est là que j'ai commencé. Donc, comment je m'en suis sortie? J'ai lu jusqu'à aujourd'hui, je dis 350 à chaque fois, mais c'est peut-être même plus. Je lisais, je bouffais des livres de développement personnel. Dès l'adolescence, quoi. Dès que j'ai eu des problématiques, c'est arrivé au moment, allez, je devais avoir 17-18 ans, j'ai entamé le développement personnel parce que je me suis dit, il n'y a personne qui va t'aider. Ma maman n'était pas du tout là-dedans. Mon entourage n'était pas là-dedans et je me suis dit comment tu peux t'en sortir, et je lisais des livres, et je ne faisais pas que de les lire, je les mettais en pratique. Parce qu'en fait, toute ta vie, tu peux lire 5000 livres, si tu ne les mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Et j'essayais de me dépasser pour reprendre confiance en moi. C'est-à-dire, dès qu'on me proposait une nouvelle opportunité, oui, j'y vais. J'avais la trouille, hein, mais j'y allais. Avec ma maman, on est resté 6 mois à naviguer dans des appartements, voilà. Et on a fini par avoir notre appartement. Mais bon, ça a commencé, je me souviens exactement d'un matelas gonflable bleu, les matelas qu'on met dans les tentes. On dormait là-dessus, donc dormir là-dessus toute l'année, c'est pas forcément sympathique. On n'avait pas de meubles, on avait un appartement et c'était déjà notre sécurité. Et moi, j'ai pris le rôle de ma mère. Je devais la défendre. J'étais devenue je pense, le premier coup qu'il y a eu, c'est là où dans ma tête, je suis devenue une adulte. Au premier coup de violence que j'ai vu,
j'ai plus jamais été la même. J'ai senti qu'il y a eu une brisure en moi. Et là, je me suis dit, OK, en fait, c'est comme si je prenais le rôle de la chef de famille et ma mère étant détruite, ben, je lui disais toujours, mais ne pleure pas. Faut pas que tu pleures pour lui. Faut pas que tu pleures. Et en fait, j'étais dans une colère où je m'en prenais à tous les gens, limite qui étaient un peu faibles. Non pas parce que j'aimais pas leur faiblesse, parce que leur faiblesse pouvait me rendre faible. Et pour moi, il fallait pas être faible. Donc en fait, je faisais les ménages à sa place parce qu'elle pouvait plus. Il fallait bien qu'on vive de quelque chose. Je faisais les ménages à sa place et lui était là. Lui rôdait dans le noir, il attendait, il y avait toujours sa présence qui était omniprésente, quoi. Là, tu parles à l'époque où tu… Là, c'était quand tu vivais encore avec tes deux parents? Non, on vivait déjà plus avec lui. D'accord. Quand tu dis sa présence, c'était… Ouais, j'avais 18 ans. On vivait plus avec lui, on avait notre appartement, mais il fallait continuer à aller faire les ménages et ce qui devait être fait, quoi. Et donc, en fait, il ne vous lâchait pas, il savait où vous étiez? Eh ben, souvent, un manipulateur, c'est quelqu'un qui sait jouer, qui sait guetter ses proies, qui sait se renseigner. Il savait, oui, où elle travaillait. Ça faisait des années qu'elle travaillait dans la poste de notre village. Donc, il savait forcément qu'elle serait là à telle heure et à telle heure. Et toujours à l'affût de me dire, alors, il faut que je prépare mes clés pour sortir. Il faut que je cours à la voiture. Dès que je vais éteindre la lumière, il va être là, il va savoir, c'est le signal de « elle sort ». Et en fait, il a toujours dit, je finirai… Alors, c'était vraiment une colère envers ma mère, mais qui aurait pu se tourner vers tout le monde avec l'alcool, avec tout ce qu'il prenait. Donc, j'étais pas en sécurité de me dire, toi, il t'arrivera pas quelque chose. Donc, on était dans cet appartement et petit à petit, moi, j'ai dû prendre mon envol. J'ai attendu qu'elle commence à se reconstruire, avoir quelques meubles, qu'elle commence à, tu vois, ressortir un peu de toute cette dépression et à me dire, OK, maintenant, il faut vraiment que je fasse ma vie de femme parce que j'ai un rôle qui est pas bon. Je l'engueulais au téléphone quand elle me prévenait pas qu'elle rentrait pas. Enfin, j'étais dans une panique constante du va y arriver quelque chose. Et moi, en fait, je m'étouffais. Je m'étouffais. Et je me suis dit, je vais prendre mon envol, mon appartement, ma maison. Et j'ai décidé de quitter cette ville parce que dans des petits villages, tu croises tous les jours les mêmes personnes. Et moi, je ne voulais plus croiser, que ce soit mon bourreau, je l'appelle comme ça, par rapport à tout ce que j'ai vécu, que ce soit tous les gens qui m'ont trahi. Je voulais plus les croiser, je voulais plus les croiser dans un magasin et être sans cesse rappelée à ma vie. Et j'ai tout quitté pour venir à Paris en 2010. C'est un choc. Tu arrives à Paris, tu n'as jamais vu un tram, tu n'as jamais vu un RER. Qu'est-ce que je fais là? Tu es partie toute seule? Toute seule. J'ai pris mes 2 valises, 2 penderies en bois à moitié cassées d'Ikea, c'est tout ce que j'avais. On m'a emmenée à Paris, un ami m'a déposée chez un ami de ma famille, donc j'ai fait une colocation. Et là, c'est un choc. J'arrive dans une chambre sous les combles, tout est foncé, tout est bas, tout est étriqué. Et je pose mes valises et je me dis, putain, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu es toute seule, tu connais rien, tu recommences tout à zéro. Et je me souviendrai toujours, il y avait un Velux et je vois les étoiles et vraiment, je me dis, tu sais quoi? Tu y arriveras toujours. Et j'avais une foi, encore une fois, inébranlable. Je ne sais pas comment j'y arriverai, mais je sais que j'y arriverai. Et je découvre les joies parisiennes, quoi. Voilà, en gros, mon histoire. J'ai été donc consultante dans la coiffure, dans l'immobilier, dans la beauté bien-être, parce que je commençais par le poste le plus bas. Ce n'est pas négatif quand je dis ça, mais j'entrais par le poste de coiffeuse. J'ai fait des études dans la coiffure. J'entrais par un poste d'agent immobilier que j'avais fait à mes 17-18 ans. Mais je ne me limitais jamais. Encore une fois, je me disais, mais moi, je ne peux pas juste rester à ce poste. Je voulais toujours être au plus haut, aller au plus loin, apprendre toujours plus. Je me formais à la hauteur de 2 heures environ par jour. Du matin au soir, dès que j'avais une pause, je me mettais des vidéos de formation sur comment bien manager, comment être une bonne commerciale, Et je faisais que ça. J'étais obsédée, non pas par la réussite financière, mais par j'ai envie de prouver que je suis quelqu'un. On a voulu m'écraser toute ma vie, quoi. Et que, en fait, ma vie, c'est moi, c'est pas les autres, ce qu'ils en ont défini ou ce qu'ils ont fait de moi. Donc, j'ai géré des grands comptes jusqu'au jour où, ce qui est normal, il y a un moment donné, on me dit, merci, quoi, tu as fait ton travail, merci, au revoir. Mais il n'y avait jamais d'humanité. C'est des entreprises qui étaient en perte de visibilité, de chiffre d'affaires, de clientèle.
tu les aides et puis un jour, on te dit, bon, allez, ça y est, t'as remonté la barre. Bon, bah, salut, il y avait jamais… Je comprends que c'était normal, mais moi, je me sentais… je sais pas, j'allais leur faire tripler le chiffre d'affaires ou remonter leur boîte et t'étais éjecté en une matinée où on disait, bah, le contrat s'arrête aujourd'hui, c'est parfait, on a tout ce qu'il nous faut. Et toi, tu te dis, mais en fait, c'est ça que je vaux. Je vous accompagne pendant des mois pour refaire vivre une société et en un instant, il n'y a pas de reconnaissance. Et ça m'a affectée. Et une nuit, mon conjoint, qui a son entreprise également, me dit, écoute, t'es affecté, arrête de donner ton cœur, ta générosité, comme tu disais, pour des gens peut-être qui ne sont pas en cohérence avec ta vision des choses, avec l'humanité. Ok, mais qu'est-ce que je vais faire quoi? J'ai fait ça toute ma vie. J'aime ça, diriger des agences, j'aime ça, donner des conseils. Et j'avais pensé au métier de coach, mais à chaque fois que j'allais au Pôle emploi, et là, tiens, c'est marrant que j'en parle, j'y pensais pas, mais à chaque fois que j'allais au Pôle emploi, à chaque fois que j'allais me renseigner, est-ce que je peux devenir coach? Donc, je voulais être au départ experte en confiance en soi et en relation de couple, parce que toutes mes épreuves de vie ont fait que j'avais aujourd'hui cette expertise. Et pour moi, au-delà du livre, au-delà de ce que vous allez apprendre dans des formations, votre expérience de vie, pour moi, est le numéro 1 pour accompagner des gens aujourd'hui à évoluer. Si toi, tu t'es sorti d'une situation, tu peux exactement savoir ce que la personne vit et savoir où il faut appuyer, sur quel levier appuyer parce que tu la comprends. Et ça, on ne l'apprendra jamais dans un livre. Comme ce qu'on apprend à l'école, le jour où tu arrives en entreprise, tu te dis, mais je ne comprends pas, on ne m'a pas appris ça. Il y a une différence entre les bouquins et la vie. Et on me disait toujours, mais non, c'est pas possible, il faut faire des études en psychologie, il faut avoir tant de diplômes. On me sortait toujours des listings. Et pour moi, c'était pas accessible. J'avais bien compris que ça se fermait. Et mon conjoint me dit, mais écoute, aide les autres. Aide les femmes à s'en sortir, aide les autres. Et vraiment, une nuit, et je lui dis, mais t'es complètement dingue, toi. Je lui dis, mais regarde-toi, t'es tous les jours en train de chercher des clients, tu rames, c'est dur. Il était Lui, il devait être dans sa première année, donc dans le moment le plus difficile. Oh, je lui dis, moi, ça ne me donne pas envie ce que tu es en train de faire. Ah non, je ne veux pas être à mon compte. Mais je refusais ça. Et je ne sais pas. On dit que, j'avais entendu ça sur une conférence une fois, et je crois que c'était au rôle modèle peut-être. Dieu te prête un éclair de lucidité et dit, je ne sais pas, un éclair, c'est peut-être ton intuition. Et je me réveille ce matin-là et je me dis, je vais être coach. En une nuit, tout avait changé. J'étais catégorique. Le lendemain, je me lève, j'étais prête. Le samedi soir, je reçois des amis à manger et je leur dis, bon ben voilà, je quitte tout. Alors, j'étais très bien payée, belle voiture, enfin, j'avais la vie qui allait avec. Hein. Je quitte tout et puis je deviens coach, experte en confiance en soi. Et là, tout le monde me regarde. C'est dingue, cette fille. Elle a des postes, elle a de l'or dans les mains. Elle est en train de dire, bon, allez, on recommence tout à zéro, parce que ce nouveau jouet, tu vois, on recommence tout à zéro. Et en fait, je pense qu'ils croyaient en moi, parce qu'ils me disaient tous, ouais, tu nous donnes toujours du boost, des conseils. Ouais, mais en fait, comment tu vas faire ça? Tu peux pas commencer comme ça. Et je me suis dit, si, j'en vois qui sont sur Internet, qui donnent plein de conseils. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit? Est-ce que j'ai besoin d'un diplôme pour dire comment je suis passée de manque d'estime profond à me rabaisser, à me faire taper à l'école, parce que j'ai subi aussi beaucoup d'harcèlement scolaire quand j'étais en 6e, à monter sur scène et à transmettre un message. Donc, qui de mieux que moi pour montrer comment on peut reprendre une estime, une confiance? Et j'ai commencé ça pendant, 2 mois. Alors, j'ai fait l'erreur que font tous les entrepreneurs. Coach de vie. Ça me rappelle quelque chose. Tu sais, ces petits trucs où on se dit, non mais attends, moi, mais je vais aider tout le monde, je ne veux pas me limiter, donc je suis coach de vie. Non, mais moi, c'est surtout au début, quand je disais je suis coach de vie, on me regardait, on me disait, coach de quoi? De vie. Mais ça veut dire quoi, coach de vie? C'est vrai que c'est pas moi qui ai inventé le terme. Non, mais ça existe depuis je pense longtemps, mais on n'entendait Oui, pas. non, mais même, les gens qui ne connaissent pas ce métier-là disent coach de quoi? Coach sportif, tu imagines, mais coach de vie, oui. Ça veut dire quoi concrètement, tu vois? Ouais, tu m'aides à vivre ma vie. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout, oui, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est super large et qu'en fait, la preuve, c'est que ça évoque rien. Un coach de vie, les gens te regardent en disant, ah, ça a l'air bien.
mais c'est pas concret. En tout cas, je veux juste rebondir sur par rapport à ce que tu partages et merci de parler de ton expérience avec Pôle emploi parce que moi, beaucoup de personnes que j'accompagne justement aujourd'hui, moi, c'est des personnes qui aujourd'hui sont frustrées professionnellement. La plupart sont dans le salariat et se sentent frustrées, ont l'impression de s'éteindre parce qu'elles ont envie de contribuer, de se sentir davantage utiles. C'est juste qu'elles n'osent pas, elles ont des rêves qu'elles n'osent même pas exprimer et assumer déjà. Et ensuite, elles sont dans le non, mais c'est pas possible parce que j'ai pas le bon diplôme. Et les gens sont obsédés par les diplômes. Et là, toi, tu as eu cette lucidité-là, comme tu disais, cet éclair de Dieu. En tout cas, j'ai dit. Voilà, cette lucidité et cette conscience que la meilleure façon d'être légitime, c'est d'incarner son message. Et ça, merci de le dire parce que pour moi, c'est le message aussi que je transmets à mes clients. C'est la meilleure façon d'être légitime, c'est d'incarner ce que tu enseignes. Et donc c'est par l'exemple. C'est par l'exemple qu'on est légitime. C'est pas par un diplôme. Oui, et je peux t'affirmer à 100% que sur, je sais pas, 100 clientes, tu te prends un exemple, sur 100 clientes à qui j'ai dit, est-ce qu'un jour on t'a demandé ton diplôme? Exactement. Il y en a une fois sur 100 qui m'a dit, oui, mais parce qu'en fait, la personne voulait savoir quelle école j'avais fait parce qu'elle voulait faire une école. Mais il n'y a jamais aucun client qui est venu me voir, qui est venu voir mes clientes, qui sont des coachs, des thérapeutes professionnels de l'accompagnement en disant, excusez-moi, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, mais est-ce que vous pouvez me sortir votre petit diplôme? Ben non. Ben non, et tu le dis, on incarne le message et il n'y a jamais personne qui pourra venir me dire bah Aurélie, tu te prétends experte en confiance en soi, mais c'est pas un peu grand, tu n'as pas fait de psychologie. Mais j'ai fait la psychologie de la vie. Et si moi je suis passée de manque d'estime profond et de dépendance à aujourd'hui être la femme que je suis, à monter sur scène, eh ben non, j'estime que j'ai mon droit. Et si ce que je dis ne résonne pas avec ce que toi tu penses, avec tes études ou avec plein de diplômes, bah c'est OK. Je pense qu'il y a il n'y a pas une science juste d'en prendre confiance, d'en rayonner, d'en être maître de sa vie. Il n'y a pas une science juste. C'est chacun apporte son expertise là-dessus, quoi. Et voilà. Donc du coup, oui, pour reprendre le fil, parce que donc tu disais, donc là, tu annonces à ses amis que voilà, tu veux être experte, en tout cas coach en confiance en soi, et on te regarde avec des grands yeux en disant mais comment tu vas faire, tu n'as pas de diplôme, et là tu dis bah voilà, la meilleure façon d'être légitime, c'est mon expérience, il n'y a pas de plus fort comme démonstration que mon exemple, que mon parcours de vie. Oui, et tous les gens à qui je le disais, au fur et à mesure que les amis défilaient à la maison, la famille, je leur disais à chaque fois hey, je suis coach de vie, experte en confiance en soi. Ils disaient tous, mais les dingues. Et je voyais ces regards, et en fait, il n'y a absolument jamais personne qui aurait pu m'arrêter. J'ai un mental vraiment. Alors, ça parfois, c'est pas toujours évident aussi d'être comme ça, parce qu'en fait, on te voit tellement forte qu'aujourd'hui, tiens, je vais passer un autre message, on te voit tellement forte qu'aujourd'hui, moi, il n'y a personne qui me contacte en me disant « Aurélie, comment tu vas ?» Mais un « comment tu vas » sincère, en profondeur, et pas un « comment tu vas » où bah, elle va toujours bien. Oui, c'est vrai, il y a 90% de l'année où je suis toujours surexcitée, je vais toujours bien, mais j'ai mon 10% où je suis en bas de trip comme tout le monde. Moi aussi, il y a des choses qui m'affectent. Mais en fait, quand tu as cette posture-là, parce que tu l'incarnes par ma carrure, je suis imposante par ma voix, par mes gestes, donc on se dit, bah, elle, ça va. Et donc, pour revenir là-dessus, j'ouvre les réseaux sociaux. J'avais fermé, j'avais pas de Facebook, j'avais aucun réseau. Pour regarder ma page, elle doit dater, c'est ça, de 2016, 2017, je sais plus. J'ai ouvert en me disant, bon, ben, on y va. Et je me suis mis à partager du contenu sur ce que je savais, à parler de mon histoire, qu'est-ce que je sais, comment ça se passe, comment je peux aider les gens. Et ça a duré que 2 mois, quelques mois, parce que je me suis rendu compte que les femmes que j'attirais, qui prenaient des séances avec moi, ça m'affectait beaucoup trop. Elles venaient me raconter leur traumatisme, leurs déchirures de vie, c'était des écorchées vives. Et je pense que je suis fermée à tout ce qui est négatif. Je ne regarde pas les informations. Je ne me mets pas devant la page Google en me disant aujourd'hui le monde va s'écrouler. Je me ferme à tout ce qui est négatif. Parce que c'est ça qui nous bousille le mental et qui nous bousille nos pensées.
Je suis très positive. Je suis toujours dans le c'est OK, ça va fonctionner, tout est parfait. Et là, je me prenais tous les jours des vagues, des tsunamis d'écorchés vifs qui me disaient j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Et c'était trop. C'était trop, ça me touchait. Je suis une hypersensible, ça se voit pas, mais je pleure devant les films à la 6, hein, je le dis. Je vois quelqu'un qui pleure, je pleure. C'est comme ça, je suis une hypersensible. Et là, c'était trop. Je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut Ça venait réveiller tes propres blessures. Ça venait réveiller mes blessures. Ça venait rester dans le négatif chez moi, tu vois. J'étais chez moi, je les recevais chez moi. Ça plombait tout et je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Là, il faut que tu te ressentes parce que tu y es. Tu es dans ta mission, mais tu n'es pas aligné. Tu vois, j'étais dans ce truc, mais j'étais pas là. J'étais comme ça. Je me suis dit, OK, c'est quoi vraiment ta mission de vie? Je me suis dit, je veux plus jamais qu'une femme soit comme ma mère, se fasse enlever sa vie. Pour moi, je l'ai pris comme ça. Subisse le choix d'un autre. Et je me suis dit, je vais aider les femmes à être indépendantes et avoir leur vie dans leurs mains. Comment tu peux faire ça? Et là, je me suis dit, mais en fait, mon expertise, ce que j'ai fait depuis mes 18 ans, c'est vraiment le business, c'est le commercial, c'est comment tu peux attirer des clients. J'ai aidé des grands comptes à faire des milliers, donc pourquoi je ne peux pas aider des entrepreneurs qui débutent? Et je me suis dit, OK, mais en fait, c'est ça. C'est ça, et c'est là où je me suis dit, on peut avoir une mission de vie, alors chacun aura son avis, mais qui soit en décalé. On imagine forcément parce que, je ne sais pas, j'ai subi ça, ben je vais aider des femmes dans ça. Oui, j'aide beaucoup de femmes dans ce sens-là, qui ont subi, je ne sais pas, une maladie, qui vont aider les autres. Mais c'est quand c'est OK. Et on le vit bien et on rayonne à chaque fois qu'on aide quelqu'un. Là, je rayonnais pas, ça m'éteignait, c'était entre… Je rayonne de les aider, mais ça me faisait du mal. Donc là, je me suis dit, c'est OK, on ne va pas rentrer trop dans le personnel. Il y a des séances où j'entends beaucoup de choses. Mais pas au point de dire, je fais 4 mois d'accompagnement sur des souffrances. Et pour moi, les aider à être indépendantes, c'est ça. C'est pas des femmes qui veulent gagner des millions. Elles s'en foutent. C'est des femmes qui disent, OK, j'ai envie d'avoir quelque chose à moi, quoi. J'ai envie d'être indépendante. Et je leur dis, tu subiras plus jamais les choix des autres. Tu as assez d'argent, peu importe le niveau qu'elles y mettent derrière. Il y en a, c'est 1000. Il y en a, c'est 10 000. Il y en a, c'est 50 000. Mais tu as assez d'argent pour te dire, demain, il m'arrive quoi que ce soit, je gère ma vie. Je ne subis pas. Et c'est ça qui me… Pas dépendante de quelqu'un. Pas dépendante de quelqu'un. Sortir de cette dépendance. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un patron, je mets tout le monde dedans. Je ne suis pas que bloquée sur les hommes. Et, c'est ça. C'est ce que ma mère m'a transmis aussi. Elle m'a toujours dit, ne sois jamais dépendante de quelqu'un. Et ça, je l'ai toujours… Ça, je l'ai vraiment mémorisé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis libre aussi. Je me considère comme une femme libre et indépendante. En tout cas, je me suis jurée de ne jamais dépendre de quelqu'un et que si une relation ne me convenait plus, je vais être suffisamment libre, déjà matériellement, financièrement, pour pouvoir prendre mes clics et mes claques et me barrer sans me dire, non, je reste parce que sinon, je suis à la rue, quoi. Et donc, je te rejoins totalement. Ton titre va avec ça. Être maître de sa vie sans compromis. C'est pas dire je avec reste soi. Parce que c'est mieux que la rue. Donc, moi, aujourd'hui, l'ayant vécu, ça me fait plus peur. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Donc, aujourd'hui, ça me… j'y pense même pas, en fait. Il y a un moment donné où il faut vraiment qu'on bosse notre mindset, nos pensées. Ça s'entretient. Comment je suis passée de manque d'estime à confiance en soi? J'ai compris que c'est comme quand on va à la salle de sport. Je donne souvent cet exemple, mais c'est le mieux que j'ai trouvé. Quand on muscle son muscle tous les jours, il est fort, performant. Le jour où on arrête, ça pend. La confiance en soi, c'est pareil. Alors moi, j'en fais pas comme ça peut pendre tout le temps. Je ne suis pas déçue. Je ne fais pas comme ça, je n'ai pas le avant-après. Et c'est en le faisant tous les jours, c'est-à-dire en bossant son estime tous les jours, que l'on arrive à la remonter. Mais c'est tous les jours. Les personnes qui me disent « Ah, mais moi, je manque d'estime. Moi, j'ai fait 2-3 séances avec quelqu'un. » Mais tu crois que tes 10 années de manque d'estime vont s'en aller en 2 séances? Tu as 10 ans de souffrance derrière toi. Pour moi, il faut une vie pour se reconstruire. Il faut une vie entière. Quand on me dit « Mais tu crois qu'il faudra combien de séances pour que je me sorte de ça ou de ça ?» Il faut une vie. Mais si tu fais rien, tu vas souffrir une vie.
Par contre, si tu te fais accompagner par des personnes comme toi, par exemple, vous ouvrez, et c'est ce qu'on fait en tant qu'accompagnant, on ouvre le champ des possibles. On permet aux personnes qui aujourd'hui sont dans une difficulté comme ça, de se dire, mais en fait, ça, tu peux les enlever. C'est beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Et en les guidant, on peut leur permettre d'avoir un horizon beaucoup plus grand. Et ça, ça te fait gagner des années de souffrance. Justement, à l'inverse. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que quand tu accompagnes quelqu'un pendant 4 mois ou 6 mois, tu lui fais gagner 10 ans de thérapie, 10 ans de ramage comme ça. Parce que moi, j'en ai vu. Alors, c'est pas pour dénigrer ce que je vais dire. J'ai vu, forcément, quand il t'arrive ce genre de choses, tu vas chez les psychiatres, psychologues, psychothérapeutes. J'en ai eu une liste complète. Puis à chaque fois, ils me disaient tout. Je racontais mon histoire. J'étais devenue un livre ouvert. Alors voilà, j'ai vécu ça, il s'est passé ça. Et moi, je me dis, ok, encore un de plus. Alors, j'en ai testé, hein. Puis à la fin, c'est dur quand même, on comprend, oui, c'est dur ce que vous avez vécu. Enfin, faut accepter, faut s'en remettre. Et moi, je me disais toujours, mais je fais quoi de ça? Dites-moi ce que je fais maintenant. Et ça n'existait pas à l'époque, justement, les coachs, les accompagnants comme toi, ça n'existait pas. Donc, on te disait, oui, c'est dur, on te laissait parler de ton histoire, mais c'est quoi mon futur? Et c'est quoi le pas d'après? Maintenant, j'en fais quoi concrètement de tout ça? C'est-à-dire, ok, j'ai mis de la conscience sur mes traumatismes et sur mes blessures, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je me sors de ces histoires-là, de ce passé-là? Comment je me libère de ce passé? Eh bien, ça n'existait pas. Donc, tu le fais toute seule et tu avances, quoi. Du coup, ça serait quoi le message que tu aimerais transmettre aux personnes? Moi, ce que je te disais, c'est que dans les personnes qui me suivent, et surtout moi, les personnes que j'accompagne, que je ne connais pas, j'ai plus de presque 17 500 personnes là sur YouTube, donc je ne connais pas la vie de chacun, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment des personnes qui ont envie de contribuer, vraiment ont envie de se sentir utiles, ont envie de laisser une trace derrière elles, mais qui bien souvent n'osent pas, ne s'autorisent pas déjà à rêver et ensuite se disent le fameux c'est trop tard, j'ai pas le bon diplôme, j'ai pas de chance, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de... Ce serait quoi ton message pour eux, pour les aider peut-être à... déjà pour moi, juste rien que ton histoire, c'est déjà un message en lui-même. Je veux dire, rien que ton parcours, pour moi, il y a limite plus rien à rajouter. Mais en tout cas, et s'il y avait quelque chose à rajouter, ou peut-être un point sur lequel tu aimerais appuyer, ça serait quoi pour ces personnes-là qui, finalement, ne sont pas maîtres de leur vie, quoi? Ça va être des phrases bateau, mais je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience avec un autre angle. C'est Aurélie, parce que je le vois encore sur mes réseaux aussi, j'ai vu récemment, j'ai peur de l'échec. Et je le vois sans arrêt. Je te prends l'exemple d'une des peurs, mais ça peut être d'autres peurs, où je me limite, où j'ai peur de l'échec. En fait, la peur, elle te paralyse. La peur, quand tu restes à ruminer, donc moi j'aime bien prendre l'exemple du saut à l'élastique. Si tu es au-dessus de ton pont, tu as peur, bien sûr, tu es un être humain. Mais si tu commences à te dire, oh là là, regarde pas en bas, oh puis si l'élastique il est trop court, oh puis s'il m'a mal attaché, oh puis je suis pas prête, c'est foutu, tu ne sauteras jamais. Par contre, si tu arrives face à un obstacle et que tu y vas instantanément, 1, 2, 3, hop, et que tu sautes, tu laisses pas le rat là, négatif dans ta tête se faire plein d'idées et te garder dans une espèce de zone de confort, parce que le cerveau, il est là pour ça. Il est là pour te protéger, pour te garder dans une zone de confort. Donc, comment tu peux faire pour te dépasser? Déjà, est-ce que tu es heureux, heureuse aujourd'hui? Tu n'accomplis pas ta mission, tu n'as pas ces pépites dans ton cœur, parce qu'en fait, tu les as, mais elles sont comme recouvertes, on va dire, d'un nuage. Là, je vois les nuages dehors, sombres, dessus. Donc, c'est là, mais tu restes petite, tu n'oses pas, il ne faut pas, je ne suis pas prête, je n'ai pas les diplômes. Mais en fait, est-ce que tu es heureuse à un moment donné? Est-ce que tu es heureuse? Donc, tu préfères quoi? Rester dans ton mal-être avec ton nuage sur tes pépites parce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, c'est pas le moment, c'est pas le jour et puis c'est peut-être pas la bonne météo? Ou est-ce que tu te dis, tu sais quoi? J'ai entendu même, c'est pas la bonne vie. Ah ouais? Oui, je ferais ça dans une autre vie. Parce que dans cette vie-là, c'est pas possible. Oui. C'est mon karma, voilà. Je dois payer, voilà, je dois galérer dans cette vie-là, peut-être que ça ira mieux dans la prochaine vie.
Oui, bien sûr, ça s'appelle des putains d'excuses qui te gardent dans ta zone de confort parce que derrière, elle a peur de réussir. On parle toujours de la peur d'échec, mais elle a la peur de visibilité et de réussir. Et c'est mal, hein, parce que moi, j'accompagne beaucoup de femmes spirituelles. Alors, je l'entends tous les jours. Mais non, mais c'est mal, je ne vais pas me faire payer. Est-ce qu'un pauvre a déjà aidé un pauvre? Tu peux être spirituel, tu peux être dans le don de soi et être dans les BA. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 2 entreprises. Boostez-vous est né pour impacter qui fonctionnent très bien. Et à côté de ça, je vais dans des associations de femmes battues. Je vais dans des associations d'entrepreneurs donner de mon temps pour leur apprendre comment construire leur business. Donc, il y a un moment donné où il faut faire un choix. Tu as besoin de manger, tu as besoin de vivre. Tu as un don qui transforme la vie des gens. Qu'est-ce que tu en fais? Tu restes à ton petit boulot de salarié. C'est pas que c'est mal d'être salarié, je parle de ceux qui ont envie d'autre chose. Toute ta vie à te morfondre. Mais en fait, il y a un moment donné, tant que tu passes pas à l'action, tu peux pas savoir si ça marchera ou pas. Je suis passée à l'action et je l'ai vu. Donc, à un moment donné, vraiment, c'est ça. Quand passer à l'action, et par rapport à ton histoire, c'est s'autoriser à se planter. Et ça, quand on parle de la peur de l'échec, mais c'est inéluctable pour arriver à la réussite. Enfin, l'échec, c'est le pas nécessaire vers la réussite. Et c'est ça que souvent, il y a beaucoup de personnes c'est ça, qui ne le comprennent pas, que si tu veux réussir, il faut que tu apprennes à échouer. L'un ne va pas sans l'autre. Et toi, avant d'être là où tu es aujourd'hui, avoir ces 2 entreprises à succès, eh ben, tu as tâtonné, tu as pris une mauvaise direction, que tu as ajusté en cours de chemin. Et souvent, les gens attendent que tous les feux soient verts pour pouvoir avancer en disant « je veux être sûr que c'est la bonne décision, que c'est la bonne direction », en disant « c'est bon », avec le panneau lumineux, c'est là, ici ». Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, de mon expérience, pareil, c'est parce que tu avances, parce que comme tu dis, tu fais un pas, que tu passes à l'action, que le chemin va s'ajuster au fur et à mesure, va s'éclairer au fur et à mesure. Oui, tu as dit quelque chose d'important. Même nous, en tant qu'accompagnants, je vais parler pour moi, je ne vais pas mettre les autres dedans, mais si demain on me dit, tu vois, tu veux atteindre la montagne, le haut, vas-y, vas-y. J'y vais comment? Qu'est-ce que je dois prendre? Combien de jours je vais mettre? Donc, tu y vas, mais tu vas te prendre des gamelles et tu vas te prendre la pluie et t'as froid et t'as mal aux pieds, t'as pas assez à manger. Enfin, tu souffres. Maintenant, nous, en tant qu'accompagnants, notre but, c'est pas de porter la personne du sol au haut de du sommet, c'est de lui dire, tu sais, moi, je me suis cassé la gueule sur ce chemin. Donc, tu vois là, cette route-là, tu vas pas prendre celle-là. Celle-là, je l'ai testée, elle marche pas. Tu vas prendre celle-là. Et tu vois, les chaussures que tu as, c'est pas les bonnes. Et puis, tu n'as pas pris assez de nourriture pour… Et en fait, c'est ça. Donc, vous allez quand même, malgré que vous êtes accompagné, et heureusement, vous casser la gueule sur des trucs. Moi, mes clientes, je leur dis, voilà exactement, comme tu as dit, j'aime le concret. Ça marche, ça marche pas. Maintenant, tu es libre, tente un peu ça, mais il n'y a que toi qui verras que ça marche. Parce que tu vas l'adapter à tes valeurs, à ton idée, à ton… Nous, on vous donne des conseils, mais derrière, vous en faites ce que vous voulez. En fait, quand vous étiez enfant, vous vous êtes cassé la gueule combien de fois? Pourtant, vous vous êtes relevé, sans faille. Donc, il y a un moment donné, vraiment, écrivez-vous et alors sur une feuille, et vous, je sais pas, vous la postez sur le front. Et alors? Ça veut dire et alors? Tu te lances, tu débutes. Est-ce que tu crois qu'on a tous commencé comme ça à succès? Non, et je vous ai dit un millième de mon parcours. Il y a plein d'erreurs que j'ai faites, que j'écris dans mon livre. Plein d'erreurs. Et c'est ça qui m'a rendu qui je suis. Mais ça, c'est la France, parce qu'aux États-Unis, en Amérique, quand tu échoues, waouh, on t'applaudit. Parce que quand tu échoues, ça veut dire que tu es allé assez loin pour sortir de ta zone de confort et pour comprendre ce qu'il ne fallait plus faire. Alors que quelqu'un qui n'a jamais échoué, si tu nous écoutes aujourd'hui, si tu n'as jamais échoué, je suis désolée de te dire, mais il serait peut-être temps que tu bouges le cul. Parce que ça veut dire que tu es resté dans une petite zone de confort bien agréable, et puis j'échoue pas ou je ne me mets pas trop en danger. Mais dans le pire, on ne va pas mourir, hein. Dans le pire, qu'est-ce qui peut nous arriver si on échoue? Dans le pire, vraiment. Et ça, c'est… Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais à un moment donné, allez-y, quoi. Dernière chose, si, pardon, excuse-moi, sur l'histoire de l'échec et de tout ça, et je ne sais pas pour moi, il y a quelqu'un qui a inventé l'électricité. Il y a quelqu'un qui a inventé Internet. Je ne pense pas que si on fait un petit recul en arrière et qu'on dit à nos arrière-grands-parents, tu sais, là, on est en train de faire une interview. Elle est à Marseille, je suis à Paris. On parle en même temps et il y a des millions de personnes qui vont pouvoir nous voir. Au moins.
minimum. Tu as compris que Ouais. je me limite jamais dans les… J'ai pas dit milliers, j'ai dit millions. Stade de France, c'est pour commencer aussi. Hein. Ah oui. Ah non, mais alors oui, oui, oui. Il y a Oui, plusieurs ça. montagnes. Ça, c'est Voilà. le premier. C'est Ah la oui, on première est d'accord. marche. Ah oui, c'est la première marche. Non, 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 il n'y a pas de limite. Ça, c'est le petit casse-croûte du début, quoi. Voilà. Petite mise en bouche. Une petite mise en bouche. Et il y a une seule différence entre ces hommes-là et ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, on entend cette phrase, mais c'est qu'ils ont cru en eux. Et en fait, il y a un moment donné, il faut que tu crois en toi. Tout le monde était contre eux. La locomotive, les avions. Mais comment tu veux faire voler des avions? Rappelez-vous, c'était quoi? C'est des personnes avec des ailes en carton. Aujourd'hui, on fait voler des Boeing. Il y a un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte et se dire, si ces gens-là ont réussi, si j'ai réussi au niveau où j'en suis, il y a des gens beaucoup plus hauts. On s'en fout, en fait. Il n'y a pas de moi, je suis là, lui, là. On s'en fout. En fait, ton dépassement, c'est avec toi-même. Il ne faut pas se comparer. Tu ne sais pas l'histoire de la personne. Tu ne sais pas par où elle est passée. Tu te compares parce qu'elle a 17 000 abonnés. C'est excellent. Mais tu ne sais pas ce qu'elle a vécu pour les avoir, ces 17 000. Tu ne sais pas combien elle a investi en accompagnement business sur elle. Tu ne sais pas. T'arrives, comme tu dis, tu voudrais que le Facebook t'accueille, que tout le monde vienne sur ta page. Quand on fasse là-haut-là. Ouais, on t'attendait. Ben, pas du tout. Pas du tout. J'ai ouvert mon Facebook, j'avais 0 abonnés. 0, il était 9. Il n'y a personne qui m'attendait. Et encore aujourd'hui, il y en a encore plein qui ne m'attendent pas. Mais juste repenser, je ne sais pas, à l'électricité. Prenez un exemple qui vous parle et dites-vous, tout le monde les a considérés comme des fous. Personne ne croyait en eux. La seule chose qui a fait qu'ils sont allés au bout, c'est qu'ils avaient encore une fois cette foi inébranlable en eux en se disant « je sais que j'y arriverai et personne ne m'arrêtera ». Et si tu te répètes ça tous les jours, je suis persuadée que tu le pourras. Et comment tu veux savoir si tu échoues? Si tu n'essayes pas. Arrête de parler d'échec, tu n'as même pas essayé. Arrête de me parler… Dernier exemple, parce que je m'étale comme d'habitude. Une fois, je suis en formation, je donne une formation à des entrepreneurs, donc dans une association bénévole. Et là, une personne, je parlais de faire des vidéos et des lives. Et la personne me dit « Oh non, mais moi, je ne peux pas. » Je dis « Bah pourquoi ?» Elle me dit « Écoute, tu sais, moi, je suis des grandes stars, là, les influenceurs. Ils ont 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Oh, ils se font lyncher. Oh là là, ils se font critiquer. Ils se font… » Mais il y a un moment donné, on va redescendre. Tu n'es pas une influenceuse de 2 millions d'abonnés. Tu n'as jamais fait de vidéo et de live de ta vie. Tu as 10 personnes sur ta page pro. Tranquille. Ce que je veux dire par là, c'est arrêtons de nous projeter dans des peurs qui n'existent pas actuellement. Où est-ce que tu en es? Tu me parles d'1 million d'abonnés. Tu as 10 personnes sur ta page. Il n'y a pas… T'es pas encore Beyoncé. Et là, elle a rigolé. Même elle s'est dit bah, ouais. Bah, fais-moi une vidéo et on n'en parle plus. Bah ouais. Et ça, je le fais, je pousse toutes mes clientes. Toi, tu as l'habitude, toi, tu fais des vidéos, tu es très à l'aise. Il y en a, elles ont peur de ça. Je les pousse à l'action. Une semaine sur un groupe fermé, faites des vidéos. Et là, oui, toi, tu as besoin… On va te faire des lives parce que tu sais que ta communauté attend ça. Et… Non, alors non, justement, tu dis que je suis à l'aise. Juste pour préciser, j'ai lancé ma chaîne au mois d'août 2016. Ouais. Ça faisait 3 mois que tous les jours, j'avais ma caméra installée dans mon salon. Tous les jours, je me disais, allez, demain, je fais ma première vidéo. J'ai mis 3 mois avant d'oser faire ma première vidéo. Donc, je n'étais pas du tout à l'aise. Et même, je me souviens 6 mois avant, quand un ami m'a dit, tu sais, tu devrais peut-être faire des vidéos sur YouTube, lancer ta chaîne YouTube. Et je lui dis, mais tu déconnes. Moi, déjà, je déteste me voir en vidéo. Franchement, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Aujourd'hui, 3 ans plus tard, voilà, presque 18 000 personnes. Et bien sûr que je ne suis pas née à l'aise en public et devant une caméra, mais tout l'inverse. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est que je suis devenue à l'aise et encore, j'ai encore des… Voilà, pas à 100%, mais je suis devenue à l'aise parce que un pas à la fois. J'ai fait régulièrement des sorties de zone de confort, c'est ce que tu dis. C'est ça qui me permet d'être beaucoup plus en confiance aujourd'hui parce qu'à un moment, il fallait que je sorte de ma zone de confort. Mais ce n'était pas du tout inné et pas du tout facile pour moi au début. Bah comme quoi, encore une fois, c'est possible. Et plus tu attends, plus tu espaces quelque chose qui te fait peur, plus la peur revient. Tu as le temps de réfléchir. Donc, agissez tous les jours, un petit pas, tous les jours. La confiance, l'estime n'est jamais acquise. Il m'est arrivé une fois de devoir monter sur une scène où je ne le sentais pas du tout.
C'était pas le public que j'avais l'habitude. Rien ne se passait comme convenu. Et sur le coup, je me suis dit, tu vas te retrouver seule sur cette scène. Il y avait plein de personnes, mais ils venaient pas pour écouter la conférence, c'était des stands. Et là, quand j'ai commencé, et là, je me suis dit, tu sais quoi? Vas-y, quoi. Vas-y, tu prends ton micro et ceux qui veulent venir, ils viendront. Et même si tu aides une personne, tu aideras une personne. Donc, en fait, défiez-vous sans arrêt et vous vous dites, et alors? Qu'est-ce qui y arrivera de dramatique? En tout cas, si tu passes pas à l'action, sinon, traverse plus la route aussi, parce qu'on peut se faire écraser. Et puis, va plus dans les bois, on peut croiser un chevreuil. Donc, au final, reste chez toi enfermé et tu es sûr il t'arrivera rien. Et encore, c'est pas sûr. Donc, en gros, c'est ça, quoi. C'est vas-y. Si nous, on a réussi, on n'est pas plus intelligente. On n'est pas plus intelligente. On n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. On nous a pas donné des facilités. J'avais pas d'entrepreneur dans ma famille. Et merde, pourquoi j'ai réussi? Parce que je suis passée à l'action. On m'a jamais fait douter de moi. Et j'agis. Et à force d'agir avec constance, ça paye, on te remarque, on te repère et on veut travailler avec toi. C'était long quand même pour une question sur… Écoute, c'était une super conclusion. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Pour toutes celles qui doutent encore. Et ceux, parce que moi j'ai aussi des hommes. Et ceux, pardon. Et j'adore les hommes. Vous savez, je travaille aussi avec des hommes en sous-marin. Des hommes qui sont dans cette spiritualité. Donc, rassurez-vous, je ne suis pas contre les hommes. Je travaille aussi avec des hommes. J'ai un dernier message. Là, derrière moi, je les laisse là maintenant. Bon, ça ne satisfait pas tout le monde sur ce meuble, mais ce n'est pas grave. Je voudrais vous faire remarquer qu'ils sont main dans la main. En fait, on peut être battante, on peut impacter le monde, mais on n'est pas obligé d'être l'un contre l'autre. On peut faire les choses ensemble. Maintenant, pour celles qui doutent encore d'elles, vous pouvez aller n'importe où. Vous achetez un gant de boxe, petit, grand. J'en ai même un en pendentif. Et en fait, vous ancrez avec ça. Et à chaque fois que vous le voyez, vous vous dites « Oui, j'ai envie d'impacter. Oui, je suis prête et je veux croire en moi. Oui, je veux faire une différence. » Et vous le prenez, vous le posez à un endroit que vous allez voir tous les jours. Et tous les jours, vous vous dites « Ma destinée, elle est là. C'est moi qui l'ai dans ma main. Qu'est-ce que j'en fais ?» Et la boxe, pourquoi? C'est les valeurs de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai choisi ce symbole. Né pour impacter ma deuxième société, c'est vraiment mindset. Entraînement, ils s'entraînent, les boxeurs comme l'entrepreneur. Ils ont une foi inébranlable. Ils montent sur le ring, ils montent en se disant « J'y vais pour gagner ». Ils n'y vont pas en se disant « Je vais faire un petit test. Si je me prends 2-3 KO, on verra si je reviens ». Et c'est des valeurs vraiment qui me tiennent à cœur, qui sont aussi des valeurs de l'entrepreneuriat. Donc, achetez-vous, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, un petit gant de boxe et vous dites à chaque fois « Ok, quoi. C'est moi qui ai mon destin dans mes mains et tout est possible. » Vraiment. Voilà le mot de la fin. Écoute, merci beaucoup Aurélie pour ce partage vraiment qui était à la fois touchant, profond et inspirant. Et moi, j'ai adoré passer ce moment-là. J'espère que les personnes qui nous regardent aussi, en tout cas, j'en suis persuadée. Moi, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde et j'ai adoré cet échange entre nous. Je voudrais quand même aussi te remercier parce que c'est grâce à des personnes comme toi que je peux aujourd'hui, que ce soit en vidéo ou sur scène, peut-être aider une personne minimum. Et c'est ça mon but. Et grâce à toi aujourd'hui, je vais toucher d'autres personnes qui ne me connaissaient pas jusqu'à aujourd'hui et leur prouver que ta seule limite, c'est toi. Donc merci à toi de me laisser transmettre mon histoire qui me tient vraiment à cœur. Et merci pour ta confiance et ta vulnérabilité. Merci Aurélie.